J'ai 78 ans et je n'aurais jamais pensé que la vie puisse me réserver une douleur aussi profonde que celle que j'ai ressentie ce Noël-là. Je m'appelle Hélène, et pendant toute ma vie, j'ai construit une famille que je croyais solide, unie par l'amour et la confiance. Mais parfois, la vérité a une façon cruelle d'apparaître justement quand on s'y attend le moins. C'était la veille de Noël, et ma maison était préparée comme elle l'avait toujours été. Le sapin décoré avec les mêmes boules que j'avais gardées pendant des décennies, l'odeur du pain perdu sortant de la cuisine, la table mise avec la nappe en lin que j'avais héritée de ma mère. Tout était parfait, tout était à sa place. Ma fille Marianne est arrivée avec son mari, Robert, et ma petite fille Sophie, âgée de seulement 6 ans. Ses énormes yeux marrons, toujours curieux, toujours pleins de vie. Sophie a couru vers moi dès qu'elle est entrée, comme elle le faisait toujours. Je l'ai prise dans mes bras, même si mon dos protestait, parce qu'il n'y a pas de douleur physique qui se compare au plaisir de serrer une petite fille dans ses bras. Elle sentait le shampoing à la fraise et l'innocence. Mais il y avait quelque chose de différent chez elle ce jour-là. Un regard plus prudent, une hésitation que je ne pouvais pas déchiffrer. L'après-midi s'est déroulé normalement. Nous avons ouvert quelques cadeaux, mangé les entrées que j'avais préparées avec tant de soin. Robert était trop silencieux, ma fille Marianne forçait des sourires qui n'atteignaient pas ses yeux. J'ai attribué tout cela à la fatigue des fêtes de fin d'année, au stress du travail. Comme je me trompais. Après le dîner, quand nous étions dans le salon en train de prendre le café, Sophie s'est approchée de moi. Elle tenait quelque chose dans ses petites mains, une photo qu'elle avait sortie de son petit sac. Et puis, avec cette voix douce et en même temps dévastatrice que seul un enfant peut avoir, elle a dit en français: « Mamie, maman a dit que tu ne m'aimais pas parce que je ne fais pas partie de la famille. » Le monde s'est arrêté. Simplement arrêté. J'ai senti comme si quelqu'un avait arraché tout l'air de mes poumons. Le silence qui s'est installé dans ce salon était lourd, suffocant. Robert a toussé, une de ces toux nerveuses que les gens font quand ils ne savent pas quoi faire. Marianne a pâli complètement, sa peau est devenue de la couleur de la nappe. Avant que je puisse traiter ces mots terribles, Sophie m'a montré la photo. Mes mains ont tremblé quand je l'ai prise. C'était une photo ancienne, décolorée par le temps, mais encore parfaitement reconnaissable. C'était moi, beaucoup plus jeune, peut-être dans la trentaine, tenant un bébé dans mes bras. Mais ce n'était pas Marianne. C'était un garçon. Un bébé que je n'avais pas vu depuis presque 40 ans. Laissez dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. J'aimerais beaucoup savoir d'où viennent les personnes qui suivent cette histoire. Mes mains ont commencé à trembler tellement que j'ai failli laisser tomber la photo. Marianne s'est levée brusquement de sa chaise, renversant la tasse de café qui s'est écrasée par terre. Robert est resté paralysé, ne sachant pas où regarder. Et Sophie, ma petite Sophie, me regardait avec ses yeux pleins de confusion et de peine, attendant une explication que je ne savais pas comment donner. Comment cette photo était-elle arrivée entre ses mains? Comment ma fille l'avait-elle su? Et plus important encore, qu'est-ce que Marianne avait dit exactement pour faire croire à ma petite fille que je ne l'aimais pas? Les questions explosaient dans ma tête comme des feux d'artifice, chacune plus douloureuse que la précédente. Je devais commencer par le début. Le vrai début. Et pour cela, je devais remonter dans le temps, à l'époque où j'avais seulement 20 ans et où je pensais tout savoir sur l'amour et sur la vie. Je me suis mariée jeune, très jeune. J'avais 19 ans quand j'ai rencontré Albert, l'homme qui allait devenir mon mari. Il avait 6 ans de plus que moi, travaillait comme ingénieur civil, avait ce charme des hommes qui savent ce qu'ils veulent de la vie. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard, contre la volonté de mes parents, qui trouvaient tout cela trop précipité. Mais qu'est-ce que les jeunes comprennent à la prudence? Nous étions amoureux, et cela, dans notre naïveté, semblait être suffisant. Les premières années ont été bonnes. Albert travaillait beaucoup, voyageait constamment pour des chantiers dans différents états. Je restais à la maison, m'occupant de notre petite maison louée, rêvant du jour où nous aurions des enfants et une vie plus stable. Mais les enfants ne venaient pas mois après mois, année après année, mon ventre restait vide. Les consultations médicales sont devenues une routine, les regards pleins de pitié des gens me blessaient plus que n'importe quel diagnostic. Albert a commencé à changer. Les voyages sont devenus plus longs, les appels plus espacés. Je faisais semblant de ne pas remarquer l'odeur de parfums différents sur ses chemises, les traces de rouge à lèvres qu'il disait provenir de réunions de travail.
Je faisais semblant parce qu'admettre la vérité signifierait détruire le rêve que j'avais construit. Jusqu'au jour où il n'est tout simplement pas revenu d'un voyage. Il a appelé de Curitiba pour dire qu'il avait rencontré quelqu'un, qu'il était amoureux, qu'il voulait divorcer. Ainsi, par téléphone, ma vie de 6 ans de mariage a été terminée comme on annule une réservation de restaurant. J'avais 26 ans et j'avais l'impression que ma vie était finie. Je suis retournée chez mes parents, détruite, humiliée. Ma mère n'a pas dit « je t'avais prévenu », mais ses yeux le disaient. Mon père m'a simplement serré dans ses bras en silence. J'ai passé des mois en dépression, sans envie de sortir du lit, de voir personne, de vivre. Le monde dehors continuait de tourner, mais j'étais coincée dans cette chambre sombre, ressassant les rancœurs et les échecs. C'est ma cousine Clarisse qui m'a sortie de ce trou. Elle est apparue un jour, a ouvert les rideaux avec violence, et a dit que j'avais 2 choix, mourir en vie ou recommencer. Elle m'a traînée dehors, m'a obligée à chercher du travail, m'a présentée à de nouvelles amies. Lentement, très lentement, j'ai commencé à reconstruire les morceaux de moi-même. J'ai trouvé un emploi dans une petite boutique au centre-ville. Le salaire était modeste, mais il me donnait l'indépendance. J'ai loué un petit appartement et pour la première fois de ma vie, j'ai vécu seule. J'avais 28 ans et j'apprenais qui était Hélène sans être la fille de quelqu'un ou la femme de quelqu'un. C'est à cette époque que j'ai rencontré Ferdinand. Il est entré dans le magasin à la recherche d'un cadeau pour sa sœur. Il était beau, poli, avait un sourire gentil qui m'a fait rougir. Nous avons commencé à parler, et cette conversation s'est prolongée autour d'un café, puis d'un dîner, puis de nombreuses rencontres. Ferdinand était tout ce qu'Albert n'était pas, présent, attentionné, il me faisait me sentir VUE. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous nous impliquions. J'avais faim d'affection, d'attention, de me sentir désirée à nouveau. Ferdinand me faisait me sentir jeune, belle, vivante. Nous nous retrouvions chaque fois que nous le pouvions. Il disait qu'il était en train de se séparer, qu'il avait une situation familiale compliquée, mais que bientôt nous serions ensemble pour de vrai. Je voulais tellement y croire que j'ai fermé les yeux sur les signes évidents. Il ne m'emmenait jamais chez lui. Nos rencontres avaient toujours lieu à des horaires spécifiques. Il ne répondait pas au téléphone quand il était avec moi. Mais j'ignorais tout cela parce que quand nous étions ensemble, il me faisait oublier toute la douleur qu'Albert avait causée. Jusqu'à ce que je découvre que j'étais enceinte. Je suis restée 2 semaines à garder ce secret, répétant comment je le dirais à Ferdinand, imaginant sa joie, les projets que nous ferions ensemble. J'ai organisé un dîner spécial dans un petit restaurant italien que nous fréquentions. J'étais nerveuse, anxieuse, pleine d'espoir. Quand je lui ai dit, son visage a perdu toute couleur. Il est resté silencieux pendant ce qui m'a semblé des heures. Puis, avec une voix que je n'avais jamais entendue auparavant, il a avoué. Il n'était pas séparé. Il était marié, avait 2 jeunes enfants, et n'avait aucune intention de quitter sa famille. J'étais, dans les mots cruels qu'il a choisis, juste une distraction, une erreur qu'il avait commise. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Me voilà, encore une fois, trompée, utilisée, jetée. Mais cette fois, il y avait une différence. Cette fois, je n'étais pas seule. Il y avait une vie qui grandissait en moi. Ferdinand m'a offert de l'argent pour un avortement. Il a posé une somme généreuse devant moi, comme s'il pouvait acheter sa sortie de cette situation. J'ai jeté l'argent à sa figure et je suis sortie de ce restaurant avec le peu de dignité qui me restait. Je ne l'ai plus jamais revu après cette nuit. Je suis rentrée chez moi à pied, même avec la pluie qui a commencé à tomber. J'ai pleuré tout ce que j'avais à pleurer sur ce chemin. Mais quand je suis arrivée chez moi, mouillée, épuisée, dévastée, j'ai posé ma main sur mon ventre encore plat et j'ai pris une décision. J'aurais ce bébé. Seule, sans l'aide de personne, mais je l'aurais. Dire à mes parents a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Ma mère a pleuré, mon père est resté silencieux pendant des jours. C'était 1970, et une femme célibataire enceinte était encore un motif de scandale, de chuchotement, de doigts pointés. Mais mes parents, malgré la déception, m'ont soutenue. Ma mère a dit que le bébé était innocent et méritait d'être aimé, peu importe les circonstances. Et la grossesse a été solitaire. J'ai perdu mon emploi à la boutique, la propriétaire ne voulait pas d'une femme célibataire enceinte travaillant là, elle disait que c'était un mauvais exemple. J'ai survécu en faisant de la couture à la maison, en vendant des gâteaux,
en acceptant l'aide réticente de mes parents. Les gens me regardaient avec pitié ou avec jugement, jamais avec respect. Mon fils est né un matin froid de juin. L'accouchement a été difficile, long, douloureux. Mais quand ils ont posé ce bébé dans mes bras, j'ai ressenti un amour que je n'avais jamais connu auparavant. C'était un amour inconditionnel, écrasant, qui venait d'un endroit si profond de mon âme que je ne savais même pas qu'il existait. Je lui ai donné le nom de Gabriel. Mon ange. Il avait les yeux clairs, les cheveux foncés, et des pleurs puissants qui annonçaient sa présence au monde. Pendant les premiers mois, c'était juste nous deux contre le monde. Je l'allaitais, changeais ses couches, berçais ses sommeils, tout cela seul. Ma mère aidait quand elle le pouvait, mais elle avait déjà la santé fragile. Mais la réalité financière était brutale. J'arrivais à peine à payer le loyer, acheter de la nourriture, des couches, des médicaments. Je travaillais jusqu'à tard dans la nuit à coudre, avec Gabriel dormant dans un panier à mes côtés. Mes yeux brûlaient de fatigue, mes mains saignaient des piqûres d'aiguilles, mais je continuais parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Quand Gabriel avait 4 mois, tout s'est effondré. Mon père a eu un AVC. Ma mère a eu besoin de toute son énergie et ses ressources pour s'occuper de lui. J'étais complètement seule, sans argent, sans soutien, noyée dans les dettes. C'est à ce moment que l'assistante sociale est apparue. Elle a frappé à ma porte un après-midi pluvieux. C'était une femme d'âge moyen, avec un visage qui essayait d'être gentil mais était trop professionnel pour être chaleureux. Elle a dit qu'ils avaient reçu des dénonciations selon lesquelles je n'avais pas les conditions pour m'occuper correctement de mon fils. Elle a regardé autour de mon petit appartement, noté des choses sur un presse-papier, posé des questions qui me faisaient me sentir jugée, inadéquate, ratée. Elle est revenue plusieurs fois. Toujours avec ce regard évaluatif, toujours en train de noter, laissant toujours entendre que je n'étais pas suffisante. Jusqu'au jour où elle est venue avec une proposition. Elle connaissait un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Ils étaient bien établis, avaient des ressources, une grande maison, tout ce dont un enfant avait besoin. Ils voulaient adopter Gabriel. J'ai dit non. J'ai dit non 1000 fois. Gabriel était mon fils, mon monde, la seule bonne chose qui m'était arrivée dans la vie. Mais elle a continué à revenir, toujours avec les mêmes arguments. Que j'étais égoïste. Que je refusais à Gabriel une vie meilleure. Que l'amour maternel véritable était de vouloir le meilleur pour son enfant, même si cela signifiait renoncer à lui. Je me souviens de la nuit où j'ai signé les papiers. Gabriel avait 6 mois. Je n'avais plus d'argent même pour acheter du lait. Nous avions été expulsés de l'appartement et vivions dans une toute petite chambre au fond de la maison de mes parents. Mon père était alité, ma mère épuisée. Je regardais Gabriel dormir, ce bébé parfait, innocent, et je pensais à quel avenir je pouvais lui offrir. L'assistante sociale a peint un tableau magnifique. Un couple aimant, une maison avec jardin, éducation, opportunité. Tout ce que je ne pouvais pas donner. Elle a dit que c'était une adoption fermée, que ce serait mieux pour tout le monde, que Gabriel aurait une vraie chance d'être heureux. Je me suis convaincue que je faisais la bonne chose. Que j'étais altruiste. Que c'était ce qu'une mère qui aimait vraiment ferait. Mais au fond, je savais que je me rendais. Que j'abandonnais. Que je laissais le monde me vaincre. Le jour où ils ont pris Gabriel a été le jour où une partie de moi est morte. Je l'ai habillé avec le plus beau vêtement que j'avais, celui que j'avais brodé à la main. Je l'ai allaité pour la dernière fois, pleurant tellement que mes larmes tombaient sur son petit visage. J'ai embrassé chaque petit doigt, chaque mèche de cheveux, mémorisé chaque détail de lui. Quand ils l'ont arraché de mes bras, il a commencé à pleurer. Ces pleurs que seul moi savais calmer. J'ai voulu crier, voulu le reprendre, voulu dire que j'avais commis une terrible erreur. Mais ma voix n'est pas sortie. Je suis restée là, paralysée, regardant mon fils être emmené pendant que mon cœur se brisait en millions de morceaux irréparables. Les mois suivants ont été les plus sombres de ma vie. Je suis entrée dans une dépression profonde. Je ne pouvais pas manger, dormir, vivre. Mon corps était présent, mais mon âme était partie avec Gabriel. Je me demandais tous les jours où il était, s'il allait bien, s'il sentait mon absence, si la nouvelle famille l'aimait comme je l'aimais. Mes parents étaient tellement absorbés par la santé de mon père qu'ils remarquaient à peine ma souffrance. Ou ils la remarquaient et ne savaient pas comment aider. Personne ne parlait de Gabriel. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Mais j'avais encore la photo.
Une seule photo qu'ils avaient prise de lui à 4 mois, le seul jour où j'avais pu payer un photographe. J'ai gardé cette photo comme mon plus grand trésor et ma plus grande torture. 2 ans plus tard, j'ai rencontré Henri. Il était veuf, avait une petite fille d'un mariage précédent. Il était gentil, patient, ne me pressait pas lentement, très lentement, j'ai commencé à faire confiance à nouveau. Quand il m'a demandé en mariage, j'ai dit oui. Ce n'était pas l'amour passionné de la jeunesse, mais c'était solide, sûr, réconfortant. Je n'ai jamais parlé à Henri de Gabriel. Je ne pouvais tout simplement pas. Les mots restaient coincés dans ma gorge chaque fois que je pensais à en parler. Et plus le temps passait, plus il devenait impossible d'en parler. Comment expliquez-vous à votre mari que vous avez eu un fils et que vous l'avez abandonné? Comment mettez-vous en mots une douleur que vous-même ne pouvez pas traiter? 1 an après le mariage, je suis tombée enceinte de Marianne. C'était une grossesse compliquée à cause de l'âge et du traumatisme du passé. Chaque consultation médicale me rappelait Gabriel. Chaque mouvement du bébé dans le ventre était un coup de couteau au cœur, parce que j'avais l'impression de remplacer mon premier fils. La culpabilité était écrasante. Quand Marianne est née, j'ai pleuré pendant des jours. Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que l'aimer semblait être une trahison envers Gabriel. Comment pouvais-je garder cette fille alors que j'avais renoncé à mon fils? Quel genre de mère étais-je? Ces questions me poursuivaient jour et nuit. Henri attribuait mes larmes à la dépression postpartum. Et c'était le cas, mais pas seulement. C'était le deuil accumulé, la culpabilité écrasante, l'amour réprimé pour un fils que je ne pourrais jamais voir grandir. Chaque fois que je regardais Marianne, je pensais à Gabriel. Se portait-il bien? Ses parents adoptifs l'aimaient-ils? Sentait-il mon absence même sans me connaître? J'ai fait de la thérapie pendant des années. Je n'ai jamais mentionné Gabriel. J'ai gardé ce secret enfermé dans une boîte au fond de mon âme, avec cette unique photo que j'avais cachée au fond d'un tiroir que personne ne touchait. C'était mon secret, ma douleur, ma pénitence. J'ai élevé Marianne avec tout l'amour que j'avais, mais toujours avec une ombre de culpabilité. Chaque anniversaire de la sienne était aussi l'anniversaire non célébré de Gabriel, qui aurait 1 an de plus. Chaque conquête de la sienne me faisait penser aux conquêtes de lui que je ratais. J'aimais ma fille profondément, mais je ne pouvais pas aimer sans douleur. Henri est mort quand Marianne avait 15 ans. Une crise cardiaque soudaine, sans avertissement. Soudain, j'étais seule à nouveau, mais cette fois avec une adolescente à élever. Je me suis plongée dans le rôle de mère avec une intensité encore plus grande, comme si je pouvais compenser mon manque envers Gabriel en étant une mère exemplaire pour Marianne. Quand Marianne a grandi, s'est mariée et m'a donné Sophie, j'ai pensé que je pouvais enfin avoir une seconde chance. Qu'être grand-mère serait ma rédemption. J'ai aimé cette petite fille dès le premier instant. Chaque câlin d'elle guérissait un peu de la blessure qui n'avait jamais fermé. Être grand-mère m'a donné un but que j'avais perdu il y a si longtemps. Mais maintenant, assise dans ce salon de Noël, tenant cette photo, voyant la confusion et la peine dans les yeux de Sophie, j'ai réalisé que le passé ne reste jamais enterré pour toujours. D'une manière ou d'une autre, Marianne avait découvert Gabriel. Et pire, elle avait dit des choses à Sophie qui avaient fait douter ma petite fille de mon amour pour elle. Marianne a finalement trouvé sa voie. Maman, dit-elle d'une voix tremblante de colère et de douleur, j'ai trouvé cette photo au fond de ton armoire quand je cherchais ces vieux draps que tu m'avais promis. Qui est ce bébé? Pourquoi tu ne m'as jamais dit que j'avais un frère? Ce n'est pas un frère, c'est tout ce que j'ai pu dire au début. Ma voix est sortie rauque, brisée. Alors qui est-ce? Elle était debout maintenant, les mains tremblantes, les larmes coulant sur son visage. Toute ma vie j'ai cru que j'étais fille unique. Tu m'as caché ça, pourquoi? Tu as honte? Robert a essayé d'intervenir, demandant le calme, disant que ce n'était ni l'heure ni l'endroit, mais Marianne était au-delà de la raison. Et j'ai compris. J'ai compris la trahison qu'elle ressentait, le choc de découvrir que sa mère avait gardé un secret aussi énorme pendant toute une vie. Sophie a commencé à pleurer, effrayée par la tension. Je l'ai prise dans mes bras, même si Marianne essayait de l'en empêcher. Ma petite fille, lui ai-je dit, ta mamie t'aime plus que tout au monde. Plus que la vie elle-même. Ne doute jamais de cela. Alors raconte, a exigé Marianne. Raconte tout. Maintenant. Et c'est ce que j'ai fait. Pour la première fois en 45 ans, j'ai raconté l'histoire complète.
J'ai parlé d'Albert, de Ferdinand, de la grossesse seule, de la pauvreté écrasante, de l'assistante sociale et de sa proposition, du jour où j'ai abandonné Gabriel. Chaque mot était une aiguille dans le cœur, mais j'ai continué. Il fallait qu'elle comprenne. J'ai parlé de la dépression, de la culpabilité qui m'a poursuivi chaque jour depuis, de comment chaque moment heureux avec elle était marqué par son souvenir à lui. De comment être grand-mère de Sophie m'avait donné une paix que je pensais ne jamais avoir. J'ai tout avoué, sans filtre, sans excuse. Marianne écoutait avec les larmes qui coulaient, Robert avait la main sur son épaule, Sophie était agrippée à moi, écoutant des choses qu'un enfant ne devrait pas entendre mais qu'elle devait comprendre. Quand j'ai terminé, le silence est revenu. Mais c'était un silence différent. Plus chargé de secrets, mais de vérités douloureuses enfin exposées. Pourquoi tu ne m'as jamais dit ? Murmura finalement Marianne. Parce que j'avais honte, ai-je répondu avec une honnêteté brutale. Honte d'avoir renoncé à lui. Honte de ne pas avoir été assez forte. Honte d'avoir échoué comme mère avant même que tu naisses. Et plus le temps passait, plus il devenait impossible de le dire. Et quand je t'ai demandé si j'avais des frères et sœurs, sur notre famille ? Toutes ces années, toutes ces conversations, et tu as menti ? Je n'ai pas menti, me suis-je défendu faiblement. J'ai juste omis. C'est différent. Non, ce ne l'est pas, dit-elle fermement. Tu m'as privé de connaître la vérité. Tu m'as privé de peut-être connaître mon frère. Tu m'as construit une réalité fausse. Elle avait raison. Complètement raison. Mes choix, motivés par la honte et la peur, l'avaient privé du droit de connaître son histoire complète. Sophie a alors demandé avec sa petite voix, « Mamie, pourquoi maman a dit que tu ne m'aimais pas ?» Marianne a fermé les yeux, honteuse. « Je n'ai pas dit exactement ça, Sophie. J'étais en colère, confuse, et j'ai dit que si mamie pouvait renoncer à un fils, elle n'aimait peut-être pas tant que ça ses petits-enfants. Mais j'avais tort. J'avais très, très tort. » J'ai pris le visage de Sophie entre mes mains. « Écoute bien ce que je vais te dire, ma vie. Mamie t'aime avec chaque fibre de mon être. Ce que j'ai fait il y a de nombreuses années, quand j'ai renoncé à ton oncle Gabriel, a été la plus grande erreur et la plus grande douleur de ma vie. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à lui, sans que je regrette. Mais tu dois comprendre que c'est justement parce que je t'aime tant que cela fait encore plus mal. Parce que maintenant je sais ce que c'est d'avoir des petits-enfants, ce que c'est cet amour inconditionnel, et je sais exactement ce que j'ai perdu avec lui. » « Et Gabriel ? » demanda Robert, parlant pour la première fois. « Tu sais où il est ? » J'ai secoué la tête. C'était une adoption fermée. Je n'ai jamais su qui étaient les parents adoptifs, je n'ai jamais eu aucun contact. Il peut être n'importe où, il peut même ne pas savoir qu'il est adopté. « Tu as déjà essayé de chercher ? » insista-t-il. « Non, ai-je admis. J'avais peur. Peur d'envahir sa vie, peur de gâcher ce que ses parents ont construit pour lui, peur du rejet, peur de tout. » Marianne m'a regardée avec une expression qui mélangeait la colère, la pitié et quelque chose qui pourrait être de la compréhension. « Maman, dit-elle finalement, ce que tu as fait était terrible. Me cacher ça, construire notre famille sur un mensonge. Ça va prendre du temps pour que je traite tout ça. Pour que je te fasse à nouveau confiance. Mais je peux aussi commencer à comprendre le désespoir que tu as dû ressentir. Je ne demande pas pardon, ai-je dit, parce que je sais que je ne le mérite pas. Je demande juste que tu comprennes que tout ce que j'ai fait, y compris garder ce secret, c'était parce que la douleur était trop grande. C'était plus facile de faire semblant que ça ne s'était jamais produit que d'affronter ce que j'avais fait. Et maintenant ? A-t-elle demandé. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Robert a suggéré, peut-être qu'il est temps de le chercher. Aujourd'hui il existe des registres, des bases de données d'adoption, des tests ADN. S'il veut être trouvé, c'est possible. L'idée m'a terrifiée et remplie d'espoir en même temps. Et s'il ne voulait pas me connaître ? Et s'il me détestait de l'avoir abandonné ? Et s'il était mort ? Les possibilités effrayantes étaient infinies. Mais Sophie, avec sa SAG,